La planète entière a été envahie par une armée de créatures nocturnes terrifiantes qui ne veulent qu'une chose, vous traquer pour le plaisir. Si chaque coucher de soleil rimait avec « elles vont revenir pour en avoir encore plus », que feriez-vous? Ces choses vont vous détruire en lambeaux si elles réussissent à pénétrer à l'intérieur, et Nicolas Cage est le seul homme capable de les arrêter. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre l'apocalypse alien dans Arcadian. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de s'écrouler. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les humains qui sont en cause. Quelque part à la périphérie d'une ville détruite, Paul, un homme d'âge moyen, cherche désespérément des provisions. Au loin, il entend des sirènes, des coups de feu, les hurlements d'une foule et même des explosions de roquettes. Mais il s'éloigne rapidement du chaos et s'enfonce plutôt dans la campagne. À des kilomètres de là, l'homme finit par s'arrêter dans un petit abri construit directement à flanc de colline, au moment même où ses jumeaux en bas âge commencent à se réveiller. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé ni comment ils sont arrivés là, mais il semble bien qu'ils auront de la chance s'ils survivent une nuit de plus. 15 ans plus tard, Paul commence à ressembler à un vieil homme et ses fils jumeaux sont devenus ses deux adolescents, Joseph et Thomas. Thomas est plus aventureux que son frère, qui aime jouer la carte de la sécurité. Ce soir, il frôle la mort en fonçant vers la ferme au coucher du soleil. Juste au moment où Paul commence à s'inquiéter, il voit le garçon courir vers eux depuis le sommet de la colline et ils se précipitent tous les deux vers la maison où Joey est déjà en train de tout verrouiller. En commençant par l'étage, il barricade soigneusement toutes les portes et fenêtres avec d'épais volets en bois, jusqu'à ce qu'il soit impossible pour quiconque de voir à l'intérieur ou à l'extérieur. Une fois l'endroit sécurisé, ils s'installent pour dîner dans leur chambre forte à l'étage, où Paul prévient Thomas qu'il ne sera plus autorisé à sortir de la propriété s'il arrive encore en retard. Un peu plus tard dans la nuit, les garçons viennent de s'asseoir pour une partie d'échecs quand leur chien commence à les avertir qu'il y a quelque chose à l'étage. Sachant que ça veut dire qu'il y a du grabuge, Thomas s'empare d'une lanterne et va voir ce qui se passe, tandis que son père le suit de près avec une batte de baseball. Dès qu'il arrive à la porte d'entrée, ce qui se trouve à l'extérieur commence à frapper de l'autre côté comme un animal sauvage, essayant désespérément d'entrer. Et les deux doivent utiliser leur corps pour retenir les renforts afin qu'ils ne puissent pas traverser. L'attaque s'arrête tout à coup pour reprendre encore plus intensément un instant plus tard. Mais la porte tient toujours. Et la créature la frappe une dernière fois avant de disparaître silencieusement dans l'obscurité. De retour à l'étage, Joey fait remarquer quelque chose d'intéressant. Pendant qu'il tenait la porte, il a noté la durée des attaques. Et le schéma n'est peut-être pas aussi aléatoire qu'il en a l'air. La première attaque a duré 10 secondes, la deuxième a duré le double, et la troisième n'a duré qu'1 seconde. Ce qui indique que la créature a d'abord testé leur défense, puis qu'elle a essayé de les percer avant de frapper une dernière fois par frustration. Le lendemain matin, quand ils vont vérifier la porte, ils la trouvent entièrement couverte de profondes marques de griffes animales, comme si le grizzly le plus enragé du monde avait essayé de passer à travers. Et maintenant, ce n'est plus qu'une question d'heure avant que les créatures ne reviennent. Ok, peut-être que ce n'est que moi, mais ces nouveaux voisins n'ont pas l'air très amicaux. On dirait que Paul et les garçons ont un plan de survie plutôt bien ficelé, s'ils ont réussi à survivre dans ces conditions au cours des 15 dernières années. Mais j'ai le sentiment que nous aurons encore affaire à ces créatures tôt ou tard, et il serait donc utile que nous comprenions ce à quoi nous sommes confrontés. Comme nos héros l'ont déjà vu, et comme nous allons bientôt le découvrir, ces créatures sont la définition même du cauchemar. C'est pourquoi il est difficile de les décrire. En gros, elles ressemblent à de grands primates démoniaques avec des bras et des jambes longs et fins, et avec une tête reptilienne très étrange. Une partie de leur apparence a été inspirée par, et vous ne devinerez jamais, par Dingo. Oui, ce dingo-là. Sérieusement, j'arrive à voir une certaine ressemblance là. En plus d'être effrayants, ils sont incroyablement forts, comme nous venons de le voir avec ce qui s'est passé à leur porte d'entrée. La force qu'ils auraient dû produire pour laisser ces profondes entailles dans une porte renforcée en bois massif est exceptionnelle. Environ 5000 newtons de force par griffe. Même un être humain très déterminé armé d'une hache solide devrait couper comme un fou pour faire ce genre de dégâts. La comparaison la plus proche qui existe dans le monde réel serait probablement le grizzly, dont les membres antérieurs et les griffes extrêmement puissantes lui servent à creuser, à grimper et à détruire des troncs d'arbres, et même à enfoncer les portes des cabanes à la recherche de nourriture. Aussi puissant soit-il, le grizzly moyen n'exerce qu'une force d'environ 3000 newtons par coup, ce qui veut dire que ces créatures sont presque 2 fois plus fortes. Elles sont également incroyablement rapides et agiles, et possèdent des adaptations encore plus étranges qui ne ressemblent à rien de ce que l'on peut voir dans le monde naturel.
Mais ce n'est même pas le plus effrayant, parce que d'après les observations de Joey, elles semblent posséder un niveau d'intelligence proche de celui de l'homme, ce qui leur permet même de planifier leurs attaques. Les créatures sont strictement nocturnes et ne sortent que la nuit pour chasser. Pendant la journée, elles vivent dans un système complexe de tunnels souterrains recouverts d'une sorte de substance noire semblable à de la moisissure. Ces monstres sont trop nombreux et trop forts pour qu'on puisse s'en débarrasser, surtout maintenant que la société s'est effondrée. Même si leurs fortifications ont tenu bon jusqu'à présent, ce n'est sans doute qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent une faiblesse et n'entrent dans leur refuge. Une bonne stratégie consisterait d'abord à éviter qu'ils ne découvrent que vous êtes là. Ce qui soulève une question importante. Comment ont-ils découvert que Paul et les garçons étaient à l'intérieur ? La vue est un élément essentiel de la stratégie de chasse de nombreux prédateurs. Mais comme ces créatures sont nocturnes et vivent sous terre, il est fort probable qu'elles s'appuient sur d'autres sens pour trouver leur proie. Une des possibilités est un odorat très développé qui leur permettrait de détecter un éventuel repas même à travers les murs de la maison. Pour contrer ce phénomène, la famille pourrait placer des objets très odorants comme certaines herbes ou des produits chimiques ménagers près des entrées de la maison, ce qui aiderait à masquer leur propre odeur et peut-être même à submerger l'essence de la créature pour la faire fuir. A l'inverse, ils pourraient placer de la viande en décomposition ou même leur propre popo aux confins de la propriété, ce qui pourrait conduire les créatures sur une fausse piste ou même les attirer dans un piège. Outre l'odorat, une autre stratégie potentielle pourrait être la détection thermique à l'aide d'organes spécialement développés pour percevoir la chaleur corporelle. Dans ce cas, une solution possible serait de tapisser les murs de la maison avec des tapis, des couvertures ou de la mousse isolante, ce qui contribuerait à réduire notre signature thermique, ou d'utiliser des sources de chaleur comme piège. Étant donné leur nature nocturne, il est possible que les créatures soient très sensibles à la lumière UV et qu'elles aient pu les repérer grâce à leurs anciennes substances sudoripares et à leurs cellules cutanées qui laissent des traces réfléchissant les UV sur des surfaces telles que les poignées de porte et les murs, comme le font l'odeur et la chaleur. On pourrait utiliser des lampes UV peu puissantes pour les attirer loin de la ferme et des lampes plus fortes pour les effrayer ou même les blesser directement. Enfin, il pourrait utiliser l'électroréception comme les requins qui détectent les faibles champs électriques produits par leur proie. Pour ce faire, ils devraient se procurer du grillage métallique pour transformer l'ensemble de leur chambre forte en cage de Faraday improvisée, ou utiliser un revêtement en caoutchouc sur les murs pour isoler leurs signaux électriques. Comprendre comment ces créatures chassent serait un grand pas dans la bonne direction. Mais les choses ne vont pas tarder à se compliquer considérablement pour notre petite famille. La porte ayant besoin d'être réparée, Paul et les garçons sortent ramasser du bois à l'orée de la propriété. Thomas est pressé d'aller rendre visite à ses amis à la ferme des Roses, mais Paul insiste pour qu'il reste et participe aux tâches quotidiennes avant de pouvoir partir. Alors que Thomas est occupé à couper du bois, Paul trouve Joey dans le garage en train de bricoler une sorte de projet secret. Il faut qu'il se montre un peu persuasif, mais Joey finit par expliquer qu'il s'agit d'un véhicule tout-terrain destiné à les aider dans leur travail à la ferme. Le seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à le faire démarrer. En jetant un coup d'œil, Paul effectue un simple réglage des relais et le moteur se met à rugir. Ils décident donc tous les trois de faire une pause dans leur travail pour l'instant et d'aller faire un tour avec ce méchant petit bolide. Les débuts sont un peu hésitants, mais après quelques heures de cours de conduite, Joey commence à se sentir un peu plus en confiance au volant de son nouvel engin. Quand il rentre chez lui, Thomas essaie immédiatement de partir pour la ferme des Roses. Mais Paul décide que les garçons doivent aller chercher des provisions au bord de la rivière, promettant au gamin qu'il pourra rendre visite à ses amis le lendemain. Comme il n'a pas d'autre choix, Thomas remonte à bord avec son frère et ils se mettent en route. Mais ils ne tardent pas à se chamailler à nouveau, et leur père n'est plus là pour les calmer. Frustré, Thomas demande à Joey de le laisser partir dès qu'ils seront hors de vue, pour se rendre à la ferme. Et il promet qu'il le retrouvera à cet endroit avant le coucher du soleil pour qu'ils puissent rentrer ensemble à la maison. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Après avoir couru pendant un certain temps dans la forêt, il finit par arriver à la limite de la ferme où un garde armé dans une petite tour de guet lui fait signe d'entrer. Tandis qu'il remplit un seau à la pompe, il tombe sur la véritable raison pour laquelle il était si déterminé à venir jusqu'ici. Il s'agit de Charlotte, la fille adolescente de la famille. Elle lui dit que les corvées de la journée sont déjà faites, mais que son père aurait besoin de son aide pour autre chose. En fait, elle le conduit en cachette à un endroit dans les champs où ils pourront passer un moment en toute intimité. Pendant ce temps, Paul termine d'ajouter des renforts à la porte de leur maison avant de décider d'aller se défouler un peu à la cascade voisine. Il profite maintenant du calme et de la tranquillité, mais un bruit provenant d'une étrange grotte noire creusée dans les rochers de l'autre côté du ruisseau lui rappelle que la nuit va bientôt tomber et que les créatures ne vont pas tarder à revenir. Joey, quant à lui, finit par arriver sur les quais et se laisse descendre avec précaution sur un cargo accidenté où il commence à fouiller la cabine à la recherche de fournitures utiles.
Il ne trouve pas grand-chose au début, mais après avoir cherché pendant un moment, il arrive à un endroit sombre qui semble avoir été intentionnellement cloisonné. Sans se rendre compte du danger, Joey écarte rapidement cette barricade, mais il est tout à coup attaqué par un énorme essaim de cafards volant qui l'oblige à se replier à l'extérieur du bateau. Alors que son père et son frère travaillent d'arrache-pied pour survivre une nuit de plus, Thomas, lui, est toujours à la ferme des Roses, où il profite d'un rendez-vous sympa avec son crush. Elle le conduit à l'arbre où elle jouait quand elle était enfant, et il décide de jouer à un jeu inventé appelé Apocalypse de merde, dont le but est d'expliquer ce qui s'est passé quand le monde s'est écroulé en 10 secondes. La version de Charlotte est qu'une infection propagée par des insectes a en quelque sorte conduit à un soulèvement des robots. Pour Thomas, il s'agit d'un événement bizarre qui a transformé tout le monde en loup-garou. Mais d'après leurs explications, il est évident que personne ne connaît vraiment la véritable histoire. Ils se rendent compte qu'il se fait tard. Thomas promet alors de revenir le lendemain et prend le chemin de la maison, sans se rendre compte que leur vie est sur le point de changer à jamais. Il repart en courant à travers la forêt avec seulement quelques minutes d'avance. Mais il finit par glisser sur des petites pierres branlantes que les créatures ont intentionnellement posées comme piège et il s'assomme sur un rocher en dégringolant au fond d'une profonde crevasse où les monstres l'attendent déjà dans l'obscurité. Ok, je crois qu'on l'avait tous vu venir. On dirait que Thomas a oublié la règle la plus importante de l'apocalypse. Les liens fraternels passent avant la fille de ton âge de la ferme d'à côté. Pendant 15 longues années, votre père a travaillé pour s'assurer que vous deux, les morveux, restiez dans ce royaume mortel. Mais tout ce qu'il t'aura fallu, Thomas, c'est un bref contact de 10 secondes avec une fille pour que tu balances tout dans le caniveau. Maintenant, le bon vieux Joey va pouvoir dire « Je te l'avais bien dit ». Mais tu auras de la chance si tu pourras encore l'entendre, parce que Thomas, mon gars, tu as merdé. Il faut être particulièrement crétin pour continuer à sortir tous les soirs quand on sait qu'il y a des créatures qui te réduiront en miettes si tu es encore dehors après le coucher du soleil. Ce serait une chose s'il ne s'agissait que de ta propre vie. Mais tu sais très bien qu'à chaque fois que tu décides de faire ça, tu risques aussi la vie de ton père et de ton frère. Laisser Joey faire ce boulot dangereux tout seul, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'est d'autant plus n'importe quoi que vous étiez censés être tous les deux en train de chercher de l'eau pour protéger toute la famille. Ton père et ton frère ont risqué leur vie et leur intégrité physique pour s'assurer que tu aies un endroit sûr pour dormir ce soir. On pourrait donc penser qu'il est plus important pour toi de les aider que de passer un peu de temps avec ton petit crush. Ton père t'a même dit que tu pourrais y aller demain. Et imagine à quel point ta copine aurait été impressionnée quand tu te serais pointé au volant du seul véhicule en état de marche de toute l'apocalypse. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'attendre 24 heures. Mais maintenant, tu auras de la chance si tu peux revoir l'un d'entre eux. Et ils vont probablement finir par se faire tuer juste en essayant de sauver ton pauvre petit c***. Les accidents, ça peut arriver. Mais les conneries, c'est une autre histoire. Et toi, Thomas, tu as vraiment merdé. Évidemment, Paul et Joey ne vont pas laisser le petit Thomas livré à lui-même, même s'il le mérite un peu. Mais courir après lui à l'aveuglette est un bon moyen pour tout le monde de se faire tuer. S'ils veulent le retrouver, ils vont devoir couvrir beaucoup de terrain. Et c'est là que le chien de la famille Rocco devrait entrer en jeu. Je ne sais pas exactement de quelle race il est, mais d'après son apparence, il semble entrer dans la catégorie des chiens de troupeau. Ce qui inclut la race considérée comme le meilleur ami de tout le monde dans l'apocalypse. Le berger allemand. En dehors de l'apocalypse, ces chiens sont souvent utilisés par les forces de l'ordre et les équipes de recherche et de sauvetage pour leur incroyable capacité à localiser des personnes disparues en suivant leur odeur. Cela est dû à leur incroyable sens de l'odorat. Leur nez particulièrement développé possède 225 millions de récepteurs olfactifs, alors que l'homme moyen n'en possède qu'environ 5 millions. Ils peuvent détecter des odeurs à des concentrations près de 100 millions de fois inférieures à celles de l'homme. Et peuvent même identifier des particules d'odeurs individuelles, même s'il s'agissait d'un seul grain de sable dans un seau rempli. Ce qui rend leur odorat environ 100 000 fois plus puissant que le nôtre. Pour que Rocco puisse exercer sa magie, il faudra d'abord lui présenter un objet portant l'odeur de Thomas, comme un vêtement. Ensuite, il n'y aura plus qu'à lui dire d'aller chercher Tommy et de le suivre. Il n'a peut-être pas des années d'entraînement, mais on peut espérer qu'il saura canaliser les pouvoirs de ses ancêtres et qu'il pourra intervenir quand il sentira l'urgence de la situation. Maintenant, pour ce qui est de l'équipement, Paul aura besoin d'une arme qui se situe pile poil entre une force importante et une bonne portée, afin de mettre toutes les chances de son côté face à ces créatures. J'opterais pour une pelle, une hache, une machette ou même une lance artisanale s'il peut en fabriquer une rapidement, parce que ces armes lui permettraient d'asséner des coups puissants tout en gardant une certaine distance. La torche qui lui sert à éclairer le chemin est aussi une arme. J'essaierai donc d'en emporter le plus possible. Enfin, il a leur nouveau véhicule tout-terrain.
Cet engin lui permettra de couvrir du terrain rapidement et pourrait être extrêmement utile si Thomas est blessé. Mais il fait aussi beaucoup de bruit, ce qui ne manquera pas d'attirer les créatures. Pour savoir s'il doit l'utiliser ou non, il faut donc déterminer si les avantages potentiels sont à ses yeux plus importants que les risques encourus. Quand Joey arrive au lieu de rendez-vous, il est inquiet de ne pas voir Thomas. Après avoir attendu 1 minute, il repart rapidement vers la maison où Paul, inquiet, se précipite à sa rencontre. Joey explique nerveusement ce qui s'est passé, craignant d'avoir des ennuis pour avoir laissé partir son frère. Mais Paul le rassure et lui dit que ce n'est pas de sa faute, qu'il doit surveiller la maison et qu'il reviendra avec Thomas au petit matin. Il s'arrête pour prendre un grand couteau dans la serre avant de partir en direction de la ferme des Roses, espérant y trouver son fils avant qu'il ne soit trop tard. La nuit est déjà tombée quand Thomas finit par se réveiller au fond de la crevasse. Il est encore un peu sonné par sa chute, mais il est indemne. Sa seule source de lumière est une petite étincelle qu'il utilise pour éclairer brièvement l'obscurité, alors qu'il commence à essayer de retrouver son chemin vers la surface. Mais il fait aussi beaucoup de bruit et attire trop l'attention sur lui. Et c'est alors qu'il entend le bruit de rochers qui se déplacent quelque part derrière lui. Tout à coup, il se retourne et se retrouve nez à nez avec le monstre, une créature terrifiante à l'aspect démoniaque, au pelage noir foncé et aux ongles longs de plusieurs centimètres. Elle lui adresse un sourire maléfique depuis les ténèbres. Heureusement, la créature n'arrive pas à l'atteindre, mais une autre créature arrive par un trou en hauteur et commence à l'attraper par la tête, alors qu'il tente désespérément de s'enfuir. Au moment où il semble que ce soit la fin pour lui, Paul se rue vers la source du bruit et réussit à éliminer une deuxième créature avec son couteau. Après une rapide bataille, il crie à Thomas de tenir bon, le temps de trouver un moyen de l'atteindre. Il s'attend à avoir de sérieux ennuis. Mais au lieu de ça, Paul se contente de serrer le garçon dans ses bras et de lui demander s'il va bien. Ils sont en sécurité, du moins pour le moment. Mais essayer de retrouver le chemin de la maison si tard dans la nuit serait beaucoup trop risqué. Ils décident donc de se terrer dans la grotte et d'attendre le lever du jour avant de poursuivre leur route. À la maison, Joey semble s'être endormi dans un fauteuil quand la créature de la veille revient pour une nouvelle tentative d'intrusion. Cette fois, au lieu d'essayer d'enfoncer la porte, elle vérifie tranquillement chaque fenêtre jusqu'à ce qu'elle trouve un loquet qu'elle parvient à faire glisser. Puis, elle tend un de ses longs bras minces vers Joey, qui n'est toujours pas conscient du danger. Le bras se déploie comme un extraterrestre et tend lentement un ongle affûté comme un rasoir vers Joey. Il grandit rapidement jusqu'à traverser toute la pièce, mais s'arrête à quelques centimètres du cou du garçon. Incapable de l'atteindre de cette façon, la créature ouvre le reste de la fenêtre et glisse tout son corps à l'intérieur de la maison. Mais au moment où elle s'apprête à l'attraper, Joey réagit tout à coup et fait tomber une cage sur la créature qu'il capture vivante, exactement comme il l'avait prévu depuis le début. Un peu plus tard, Thomas et Paul sont toujours dans la grotte quand ils entendent un groupe de créatures commencer à se rassembler à l'extérieur. À l'aide d'une fusée éclairante, Paul parvient à apercevoir l'une d'entre elles qui s'enfuit dans la pénombre. Mais il manque de perdre son bras quand une deuxième créature s'élance sur lui depuis sa cachette, juste à côté de l'entrée. Tout à coup, le sol sous leurs pieds se met à vibrer parce que les créatures commencent à essayer de pénétrer par en dessous de la grotte. Thomas se rend compte qu'ils ont fait rouler un gros rocher devant la sortie pour les empêcher de s'échapper. Alors qu'il ne reste que quelques secondes avant qu'ils ne franchissent le passage, Paul ordonne à Thomas de reculer et il sort de son sac un engin explosif de fortune qu'il coince dans le tunnel avant de percer manuellement une boîte de conserve pour déclencher une énorme explosion. L'explosion est si puissante que Paul est gravement blessé, mais elle oblige les créatures à se replier jusqu'au lever du jour, ce qui leur sauve la vie à tous les deux, pour l'instant. Au matin, Joey se réveille et ne voit toujours aucun signe d'eux. Ils montent donc dans leur véhicule et se rendent sur le sentier à la recherche de Papa Paul et de son frère. Dans les bois, Thomas doit se frayer un chemin hors de la grotte par ses propres moyens, tout en traînant son père inconscient derrière lui. Et il parvient finalement à remonter à la surface après une interminable lutte. Le chien de la famille Rocco part seul dans la forêt et finit par trouver Joey, puis il le guide près des autres. Joey trouve Thomas recroquevillé sur leur père dans le sentier un peu plus loin, et il utilise rapidement les compétences qu'il a apprises dans ses livres pour le soigner du mieux qu'il peut avant de le charger dans le chariot avec l'aide de son frère et de les ramener en vitesse jusqu'à la maison. Ok, c'est pas bon du tout. Le père est à terre et maintenant ces garçons vont devoir se familiariser avec les premiers soins d'urgence. Commençons par évaluer ses blessures. Il est inconscient, ce qui indique une possible commotion cérébrale ou une autre lésion cérébrale. Les brûlures, coupures et blessures qu'il présente sur tout son corps doivent être soignées immédiatement pour éviter toute infection. Quand ils le ramèneront à la maison, la première chose à faire sera de l'allonger sur le côté en position latérale de sécurité afin de dégager ses voies respiratoires. Ensuite, il faudra appliquer de l'eau froide sur ses brûlures pendant 10 à 20 minutes, puis utiliser un tissu propre, comme des draps ou des têtes d'oreiller, pour les recouvrir.
Pour les coupures, il faut les rincer à l'eau claire, puis appliquer un antiseptique pré-apocalypse ou fait maison pour minimiser les risques d'infection. Après ça, il ne restera plus qu'à lui administrer des analgésiques s'il y en a, à l'hydrater et à changer régulièrement ses bandages tout en surveillant l'apparition de tout signe d'infection. S'il lui prodigue les meilleurs soins possibles, il devrait être en mesure de se remettre sur pied en quelques mois. Mais il y a un problème encore plus grave dont nous devons nous préoccuper. Les créatures. Et maintenant, suite à la nuit dernière, elles ont appris comment creuser des ouvertures depuis les souterrains. Pour y remédier, les garçons doivent renforcer le sol de leur maison. Du bois épais ou du métal devrait constituer une solution temporaire. Mais s'ils veulent vraiment que le plancher tienne le coup, ils vont devoir essayer d'utiliser une couche de béton solide de 5 ou 7 cm d'épaisseur. Ils peuvent utiliser un mélange déjà fait s'ils en ont, ou créer le leur en mélangeant du calcaire, du sable, du gravier et de l'eau pour en faire à l'ancienne. Si ça fonctionne, ils pourront aussi essayer de creuser une tranchée autour de la maison et de la remplir de métal ou de béton, un peu comme s'ils créaient une clôture souterraine. Ça, c'est le plan de défense. Mais que se passerait-il si les garçons voulaient s'attaquer aux créatures au lieu de ça? Ce serait terriblement risqué, mais pas impossible s'ils décident que c'est leur seul choix. Ils savent déjà où vivent les créatures et qu'elles ne sortent qu'après la tombée de la nuit. Donc s'ils vont dans leur tunnel pendant les heures de clarté, ils pourront peut-être les attraper pendant qu'elles dorment et en tuer suffisamment pour réduire leur nombre de façon significative. Pour ce qui est du matériel, ils auront besoin des mêmes armes que celles mentionnées précédemment, plus peut-être quelques couches de vêtements de travail épais pour une protection supplémentaire contre les morsures et les égratignures. En plus des torches, j'apporterai aussi tout le matériel inflammable que nous pourrions transporter et je l'utiliserai pour la partie principale de mon plan. Si nous voulons pénétrer dans les tunnels à l'aube, afin de bénéficier d'un maximum de lumière du jour, commençons par nous déplacer aussi silencieusement que possible et essayons d'observer ce que font les créatures. Avec un peu de chance, nous pourrons les surprendre en train de dormir et trouver leur nid ou un endroit où il y a une grande concentration de créatures. À ce moment-là, nous pourrons utiliser les produits inflammables pour créer une explosion que nous pourrons déclencher à distance et éliminer le plus grand nombre possible de créatures avant même qu'elles ne se rendent compte de ce qui s'est passé. Pour marquer des points supplémentaires, nous pourrions même placer des pièges aux sorties pour attraper les retardataires quand ils essaieront de s'enfuir. Il pourrait être utile d'essayer d'obtenir le soutien de quelques personnes de la ferme des Roses, puisque se débarrasser des créatures serait mutuellement bénéfique aux deux parties. Ils ont des armes puissantes, accès à des fournitures médicales, et surtout, ils feraient d'excellents boucliers de viande si les choses devaient mal tourner. De plus, s'ils se font tuer, nous aurons deux fermes, donc quoi qu'il arrive, c'est une victoire garantie pour nous. Après l'avoir ramené à la maison, les garçons portent leur père dans la chambre et l'allongent pour qu'il se repose. Thomas demande à Joey de le rassurer sur le fait qu'il s'en sortira, mais son frère lui dit que pour l'instant il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il puisse faire pour lui. Alors qu'ils réfléchissent dans la pièce voisine, Thomas remarque enfin l'étrange objet recouvert d'une couverture qui n'était pas là la nuit précédente. Joey essaie de l'avertir de ne pas y toucher, en expliquant qu'il a attrapé une des créatures à l'aide d'un piège. Mais Thomas refuse de le croire tant qu'il n'a pas vérifié par lui-même. Joey commence à s'inquiéter du fait que les créatures deviennent de plus en plus intelligentes, disant qu'il n'a fallu que 8 minutes à celle-ci pour trouver un moyen d'entrer dans la maison la nuit dernière. Mais son frère lui répond qu'elles ne sont peut-être pas aussi mauvaises qu'elles en ont l'air. Il ment en prétendant que c'est lui qui a tué un groupe d'entre elles dans les bois. Voyant que son frère ne le croit pas, il dit qu'il est capable de tuer celle qui est dans la cage, juste pour prouver ses dires. Joey le met au défi de le faire, sans jamais penser qu'il serait assez stupide pour essayer. Mais quand il se rend compte que son frère est tout à fait sérieux, il intervient pour essayer de l'arrêter. Mais ils ouvrent accidentellement la cage au cours de leur bagarre. En un instant, la créature sort de la cage et se réfugie derrière le lit dans le coin de la pièce. Les garçons gardent leur distance, tandis que la créature se lève lentement pour leur faire face. Les deux camps attendant de voir qui va faire le premier pas. Tout à coup, leur chien arrive en trombe et charge immédiatement la créature, la forçant à bondir sur le lit en direction de Thomas. Elle le met facilement à terre, mais Joey se précipite avec un pied de biche et cloue la créature au sol à l'aide d'un bâton de bois, ce qui laisse à son frère suffisamment de temps pour se remettre debout et couper brutalement la tête du monstre à l'aide d'une hache. Ils ont réussi à gagner le combat, mais Joey est tout de même frustré puisqu'il avait l'intention de l'étudier pour qu'ils aient une meilleure idée de ce à quoi ils sont confrontés. Maintenant que la créature est morte, Joey décide de l'emmener dans son atelier pour l'autopsier. Quand il l'ouvre, il est surpris de constater que les structures internes de la créature sont remarquablement similaires aux nôtres, mais juste plus grandes et en quelque sorte plus dégoûtantes. Pendant qu'il travaille, Thomas arrive et suggère d'emmener Paul à la ferme des Roses pour lui donner des soins. Joey ne pense pas qu'ils seront prêts à l'aider. Mais après avoir convaincu son frère, ils finissent par se mettre d'accord pour le charger dans la charrette et tenter leur chance.
Comme Joey l'avait prédit, avant même qu'ils aient pu dire un mot, le garde saute de sa tour et ferme la grille sur leur chemin, les empêchant d'entrer. Tandis que Joey reste en retrait, Thomas se précipite pour expliquer la situation. Mais les parents de Charlotte refusent de faire quoi que ce soit pour les aider, disant qu'ils n'ont ni la place ni le matériel pour accueillir quelqu'un d'aussi grièvement blessé. Tout ce que ces connards sont prêts à faire, c'est de laisser Thomas rester puisqu'ils se tapent presque leur fille. Mais en ce qui concerne Joey et son père, ils disent qu'ils doivent se débrouiller seuls. Sans dire un mot, Joey se retourne et commence à marcher vers le véhicule, convaincu que son frère va choisir de rester. Thomas court le rejoindre, mais il se retourne et dit que c'est peut-être mieux de se séparer, reprochant à son frère ce qui est arrivé à leur père. La discussion houleuse se transforme rapidement en une véritable bagarre à coups de poing. Et Thomas manque d'étrangler son frère par culpabilité et colère. Puis ils se séparent avant que ça n'aille trop loin. Et Joey repart vers leur maison avec Papa Paul et laissant son frère vivre à la ferme des Roses si c'est ce qu'il préfère faire. Ok, bon sang, c'est vraiment le bordel, même pour une époque post-apocalyptique. Compte tenu des circonstances, je comprends que les Roses aient choisi de mettre Paul et Joey à la porte. Mais si les frères avaient vraiment réfléchi à la situation au lieu de se battre, ils auraient pu se rendre compte qu'il y avait encore plusieurs façons de les faire changer d'avis. Une des choses les plus importantes dans l'apocalypse, c'est le troc. Soit avec des pièces, comme des capsules de bouteilles, soit plus communément avec des biens et des services que vous pourriez fournir. Après tout, personne ne voudrait donner de la nourriture, un abri et des médicaments gratuitement. Ça veut dire qu'ils ne seront pas prêts à vous aider à moins que vous ne puissiez en quelque sorte prouver que vous pourriez également leur être utile. Le problème, c'est que Joey est en fait extrêmement utile, mais qu'il n'a simplement pas su se vendre correctement. Ce gamin a réussi à faire fonctionner ce véhicule tout seul, et il serait d'une aide précieuse pour les travaux de la ferme. Plus important encore, s'il a l'intelligence de comprendre ça, alors l'avoir dans les parages pourrait améliorer la vie de la colonie de toutes sortes de façons. Il pourrait améliorer leur défense et leurs infrastructures, les aider à fabriquer des armes et des armures plus perfectionnées, leur fournir des soins médicaux, réparer plus de véhicules et même augmenter leur production grâce à une meilleure exploitation agricole. Ce qui vaudrait largement le coût supplémentaire d'une ou deux patates de plus par jour. Cela étant dit, quand le troc ne fonctionne pas, vous pouvez toujours choisir la violence à la place. Joey n'est peut-être pas capable d'affronter un village entier rempli de gardes armés, mais il peut toujours attirer les monstres là-bas et les laisser faire le sale boulot à sa place. Par chance, ce UTV est le véhicule idéal pour ça. La principale préoccupation est de savoir s'il sera assez rapide pour distancer les créatures. Un des véhicules utilitaires les plus populaires aux États-Unis est le Polaris Ranger. Il a une vitesse de pointe d'environ 90 km/h, et d'autres modèles ont une vitesse comprise entre 40 et 80 km/h. Donc, même si elle est plus basse, cette vitesse devrait être plus que suffisante pour les garder à une distance de sécurité. Et s'il veut aller encore plus vite, un gars intelligent comme lui devrait être capable d'augmenter cette vitesse en faisant quelques petites modifications sous le capot. Si j'étais Joey, j'attendrais la tombée de la nuit, puis je ferais le plus de bruit possible pour entraîner une foule de créatures vers la ferme des Roses. Il ne resterait plus qu'à les laisser tout saccager et à revenir chercher les médicaments et tout ce qui lui serait utile au matin, une fois que les créatures se seront rendormies et que les habitants seront tous morts. À ce stade, Thomas passe pour un abruti devant tout le monde. Mais les Roses l'accueillent quand même et disent à Charlotte de lui montrer sa nouvelle chambre. Elle le fait entrer et lui prépare un meilleur repas que tous ceux qu'il a probablement eu dans toute sa vie. Mais Thomas a du mal à avoir de l'appétit après tout ce qui vient de se passer. Le fait d'avoir failli faire tuer son père et d'avoir laissé son propre frère jumeau pour mort n'est apparemment pas suffisant pour l'empêcher d'aller faire des petits bisous une fois qu'ils sont dans sa chambre. Le père de Charlotte fait brusquement irruption et les prend sur le fait. Et à la façon dont il lui dit d'attendre dans le couloir, Thomas peut deviner que Papa Rose n'est pas content du tout. Pendant ce temps, Joey retourne à la maison et découvre des signes d'agitation dans toute la propriété. À première vue, il semblerait que les créatures se soient rapprochées, même en plein milieu de la journée. Et donc, après avoir ramené son père à l'intérieur, il commence à chercher tout autour de la maison les endroits par lesquels elle pourrait faire irruption. Les contrôles du garage et de la cour ne donnent rien. Mais à son retour dans la maison, il manque de tomber par un trou caché sous un tapis dans la cuisine. Ça montre que leurs défenses sont pratiquement inutiles. Et comme le coucher du soleil approche à grands pas, Joey décide de commencer à préparer le terrain pour mener ce qui sera sans doute leur dernier combat. Thomas, qui se sent coupable, commence à fouiller la maison des Roses à la recherche de médicaments dans le but de les voler et de les rapporter à sa famille avant la tombée de la nuit. Charlotte finit par le prendre sur le fait. Mais au lieu de le dénoncer, elle se retourne calmement et récupère le médicament dans sa cachette, lui disant d'être prudent alors qu'il lui promet de revenir dès qu'il le pourra. Il réussit presque à quitter la propriété,
Mais alors qu'il est sur le point de passer la grille, un des gardes l'attrape et ordonne au gamin de ne plus bouger. Pris en flagrant délit, il n'a d'autre choix que d'obéir à l'homme. Il le suit jusqu'à une grange voisine où on le ligote pour le punir. Un gars s'apprête à lui exploser les pieds pour avoir volé, quand tout à coup, un trou se forme dans le sol et le gars disparaît brusquement sous la surface de la terre. Des dizaines de créatures commencent à sortir de ce trou, plongeant toute la grange dans le chaos. En entendant le vacarme, les parents de Charlotte se réveillent dans la maison principale et décident qu'il ferait mieux d'aller voir ce qui se passe. Mais avant même d'avoir pu atteindre la porte de la chambre, le père est tout à coup plaqué par une des créatures, faisant tomber une bougie allumée au passage, ce qui provoque instantanément l'embrasement des rideaux. La créature se tourne ensuite vers la femme, mais quand le mari tente de l'arrêter, la créature lui saute dessus et l'achève brutalement. Terrifiée, la femme se précipite dans le couloir où une autre créature lui tend une embuscade. Cette fois, la créature la cloue au sol, ses mâchoires s'ouvrent et se ferment à une vitesse stupéfiante avant qu'un étrange appendice ressemblant à un gigantesque facehugger alien, comprenez un étreigneur de visage, ne surgisse tout à coup de sa poitrine et ne l'engloutisse complètement. Quand Charlotte trouve enfin le courage de sortir de sa chambre, elle trouve la créature recroquevillée sur la baignoire et sa mère piégée à l'intérieur d'un étrange sac charnu. La créature elle-même grogne vers elle, mais heureusement, elle ne peut pas bouger dans cette situation. Et Charlotte est si horrifiée que tout ce qu'elle peut faire est de hurler et de sortir de la maison en courant pour sauver sa vie. Dans la grange, Thomas parvient enfin à se libérer alors que les créatures sont en train de dévaster les lieux, réduisant en miettes tous les gardes sans le moindre effort. Il est sur le point de s'enfuir quand une des créatures lui coupe la route. Mais à la dernière seconde, un coup de fusil dans la tête l'élimine et sauve sa vie. C'est Charlotte. Et tous les deux décident de retourner à la maison de sa propre famille alors que toute la ferme des Roses est en proie aux flammes. Ok, il semble que retourner dans sa ferme soit devenu leur seul choix. Mais ils font une grosse erreur en ne prenant pas d'abord quelques armes. Ces types étaient armés jusqu'aux dents. Et Charlotte pourrait facilement couvrir Thomas pendant qu'il prend au moins une arme pour lui. Et peut-être même d'autres pour son frère et son père, en plus de quelques munitions supplémentaires. Vous vous dites peut-être qu'il serait trop risqué de commencer à faire les poubelles avec les créatures toujours en train de tout saccager. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué à propos de leur schéma d'attaque qui pourrait changer un peu les choses. Il semble que les créatures soient plus attirées par les gens qui s'enfuient à toute vitesse. Dans la maison, elles ont attaqué le père et la mère de Charlotte, mais ne sont jamais allées voir dans sa chambre où elle se cachait pourtant en silence. Même chose pour le garçon dans la grange. Les créatures se sont attaquées aux gardes en fuite avant de s'en prendre à Thomas, qui était pourtant prisonnier au même endroit et constituait donc une cible beaucoup plus facile. Ça pourrait s'apparenter aux recommandations faites aux randonneurs de ne pas courir s'ils rencontrent un prédateur tel qu'un ours ou un puma dans la nature, parce que ça pourrait déclencher la pulsion de prédation de l'animal. Dans la nature, fuir rapidement est un signe de vulnérabilité et déclenche l'instinct naturel du prédateur qui vous poursuit. Du coup, pour contrer ce phénomène, Charlotte et Thomas devraient se déplacer lentement et silencieusement. Et s'ils sont confrontés à un prédateur, ils devraient essayer de rester calmes et de tenir leur position. Étant donné que les créatures sont occupées ici, ça leur donne au moins un peu de temps pour retourner jusqu'à la maison. En plus de rassembler des armes, ils devront aussi renforcer rapidement le plancher avec du bois ou du métal pour empêcher les créatures de creuser des galeries par le fond, comme nous l'avons mentionné précédemment. Et s'ils ont besoin d'un point de repli, ils pourront toujours essayer le vieux bunker du début, qui se trouve normalement toujours sur le flanc de la colline au-dessus de la maison. Mais ils sont sur le point de découvrir que Joey a déjà un plan tellement dingue qu'il pourrait bien fonctionner. Près de la maison familiale, Joey commence à entendre des bruits inquiétants venant de la fenêtre. Mais quand il va vérifier, il se rend compte qu'il ne s'agit que de Thomas et de sa copine. Après les avoir rapidement laissés entrer, Thomas lui donne les médicaments et s'excuse pour ce qui s'est passé. Et tous les deux décident qu'il vaut mieux qu'ils travaillent ensemble au lieu de se chamailler. Au même moment, Paul se réveille dans l'autre pièce. Et quand Joey explique que les créatures arrivent par des galeries sous le plancher, il leur dit que leur seule option est de rester et de se battre. Joey ouvre la voie et il se dirige vers la remise où il commence à rassembler des affaires aussi vite que possible, installant des pièges et des fortifications tout autour de la maison. Thomas et Charlotte s'occupent du rez-de-chaussée, tandis que Joey utilise les 10 dernières minutes qu'il leur reste pour organiser une sorte de grand final à l'étage. Et c'est pas trop tôt d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là que le sol de la cuisine commence à s'effondrer et que les monstres se préparent à passer à l'attaque. Mais ce que personne ne réalise, c'est qu'une autre créature est déjà en train de descendre par la cheminée dans la pièce où Paul est toujours blessé. Mais en ce qui la concerne, ce sera sa plus grosse erreur. L'attaque commence tout doucement, la première créature se frayant prudemment un chemin à travers le rez-de-chaussée. Mais Thomas l'abat avec son couteau, tandis que Charlotte fait sauter la tête d'une autre créature quand elle tente de se glisser dans l'embrasure de la porte.
Ils sont rapidement submergés et contraints de se retirer à l'étage avant que d'autres n'apparaissent. Mais Joey affirme que l'entrée des créatures dans la maison fait tout simplement partie du plan. Alors qu'ils entrent dans la chambre de leur père, Paul sort en titubant après avoir gagné son combat contre la créature, et il s'empare du fusil de Charlotte pour se préparer à les repousser. Il réussit rapidement à en éliminer 2 en tirant à travers le plancher, mais une nuée d'entre elles se ferait un chemin dans les escaliers et il n'a plus de munitions. Il finit donc par devoir les repousser à l'aide de sa batte de baseball. Après en avoir envoyé une pour tester leur résistance, les créatures se précipitent vers lui dans le couloir en un seul groupe. Mais il donne un coup de pied à un meuble qui passe à travers le trou dans le sol et les renvoie tout en bas à l'exception de l'une d'entre elles. La dernière réussit à esquiver son coup, mais quand les garçons se précipitent et l'abattent eux-mêmes, il se rend compte qu'ils sont enfin prêts à survivre sans lui. Alors qu'ils se retirent tous dans la chambre pour la dernière partie du plan, Paul s'enferme de l'autre côté de la porte, sachant qu'il n'y aura pas assez de place pour qu'ils puissent tous survivre. N'ayant pas d'autre choix, Joey, Thomas et Charlotte grimpent dans un gros congélateur juste au moment où la mèche à retardement qu'il avait installée arrive au bout. Et ça déclenche une explosion si forte que le congélateur tout entier vole à des dizaines de mètres dans les airs. Après en être sortis quelque part dans la cour, les adolescents se précipitent vers leur véhicule et commencent à s'éloigner à toute vitesse. Mais les créatures n'en ont pas encore fini avec eux, et elles forment ensemble une énorme roue de corps en flammes qui se met à rouler à leur suite le long de la route. Charlotte tire dans la roue avec ses dernières cartouches, mais ce n'est toujours pas suffisant. Et n'ayant plus de munitions, elle donne un dernier coup désespéré avec la crosse du fusil. Ce qui, en quelque sorte, réussit à briser la roue des créatures et leur sauve la vie au dernier moment. Épuisés, ils finissent par arrêter leur véhicule. Et quand ils lèvent les yeux vers le ciel nocturne, ils se rendent compte que c'est la toute première fois qu'ils voient les étoiles. Au matin, Thomas propose de reconstruire la ferme. Mais Joey a une toute autre idée. Il veut construire quelque chose de nouveau et de bien mieux, aspirant à l'avenir que leur père aurait voulu pour eux. Après avoir enterré leurs parents sur le flanc de la colline, ils décident de partir à la recherche d'autres poches de civilisation, dans l'espoir de fonder un jour une nouvelle communauté où ils pourront tous vivre en paix. Cette journée a été un véritable enfer, mais au bout du compte, tout le monde a appris une précieuse leçon. Parfois, ce sont les amis qui nous accompagnent qui représentent la plus grande apocalypse. Arcadian. Waouh! Je suis allée voir ce film au ciné, et franchement, j'ai rigolé tout le long. Pas seulement à cause du contenu du film, mais aussi à cause de la production et de tout le reste. Nicolas Cage, je veux dire bordel, ce film! Waouh! Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait pour survivre à une situation comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!